Bonjour les amis. Eh bien aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une œuvre de Paul Klee. Paul Klee est un peintre allemand qui est né en 1879 et qui est mort le 29 juin 1940. Donc voilà, c'est une date pas ordinaire. Il a connu ses premiers grands succès autour de 1917 pendant la Première Guerre mondiale. Et ensuite, il a enseigné au Bauhaus de Weimar, puis à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf, d'où il sera congédié en 1933 par le Parti national-socialiste. Bien sûr, il est associé à de l'art plus ou moins dégénéré. Dans l'histoire de l'art, par contre, il est associé à l'expressionnisme et à l'abstraction lyrique. Je fais juste une différence entre l'abstraction lyrique et l'abstraction géométrique. L'abstraction géométrique, comme son nom l'indique, elle est essentiellement formée de formes géométriques, donc uniquement formes et couleurs constructivistes, quoi, d'une certaine manière. Alors que l'abstraction lyrique va être composée de formes qui sont peut-être des supports plus facile pour imaginer, pour voir des choses, alors que dans l'abstraction géométrique, on ne voit que des formes géométriques et des couleurs. Il faut se laisser porter par ces choses-là. Donc lui, Klee, il est plutôt dans l'abstraction lyrique, et comme il est musicien, il va, dans toute une partie de son œuvre, chercher à lier dans ses œuvres abstraites peinture et musique, dans l'idée d'un rythme pictural où le tableau serait structuré comme une partition musicale. C'est quelque chose qui est très intéressant, et nous y reviendrons peut-être une autre fois. En effet, l'œuvre que vous avez sous les yeux, qui s'appelle Mine grave et qui est réalisée en 1939, est plus du côté de l'expressionnisme et peut-être un petit peu du surréalisme aussi, plus que de l'abstraction. Alors que voit-on ? On voit un visage composé d'une forme asymétrique, un peu lunaire, dont les seuls éléments en termes de traits sont deux yeux qui se présentent comme deux trous laissant voir le noir du fond. On voit aussi une sorte de bateau dont la coque est une demi-lune et sur laquelle on peut lire le nom du peintre, ainsi que deux autres formes qui évoquent les voiles et en même temps des éléments corporels. Le visage peut être alors ressenti comme un drapeau, ou bien le bateau pourrait servir de corps à ce visage, une voile pouvant évoquer un long cou et l'autre une sorte de bras. Le fond d'un noir profond et dense est appliqué à naplat, et il évoque la matité de l'encre de Chine, sur lequel les quatre formes se découpent très nettement par le contraste entre le mélange de couleurs, la transparence des formes du visage et du bateau sur le noir. Les formes composant le visage et les voiles sont d'une couleur tirant sur le bronze, faisant penser à du papier arraché, avec une texture tramée. La coque du bateau est de couleur sable, présentant également des sortes de marbrures qui peuvent évoquer le bois. La forme du visage fait penser à un profil, mais les yeux sont de face. Le visage a perdu sa bouche et son nez. Dans cette forme, il ne reste que les yeux, des trous à travers lesquels apparaît le noir profond du fond. On pense à la lune seule dans le ciel de nuit. En effet, le noir profond ne présente aucune perspective ni issue. Le bateau voyage dans une nuit profonde, sans voir où il va, d'autant plus que les orbites sont vides, sans regard, remplies seules par le noir du fond. On a pourtant l'impression qu'il nous fixe dans la solitude et l'inquiétante étrangeté de ce voyage. Il en émane un grand sentiment de solitude. Cette œuvre peut inquiéter, déranger, surprendre, mettre mal à l'aise. Voici ce qu'en dit Daniel Lagoutte. Ce bateau, c'est Paul Klee lui-même. L'artiste est très malade et pressent sa fin prochaine. Le tableau est une sorte de présage. L'image est fantomatique. Cette traversée dans la nuit est celle de son ultime voyage. On peut donc trouver dans ce tableau des références aux mythologies égyptiennes et grecques autour de ce que représentent la lune et la barque. Dans la mythologie grecque, la lune a trois noms. Sélénée lors de la pleine lune, Artémis lorsqu'elle a la forme croissante, et Hécate, l'effrayante déesse de la mort lorsque la lune est obscure. Dans l'Égypte ancienne, la lune se nomme Thoth. Elle est représentée avec une tête d'ibis ou de chien. Cette œuvre de Klee interroge donc les mythes du passage.
La barque des morts est dans les mythologies antiques le véhicule qui fait passer les morts vers leur lieu de séjour. Dans le culte funéraire égyptien, les barques transportent les âmes des défunts dans le ciel, où elles rejoindront la barque du dieu Soleil. Le but de ce voyage est l'arrivée de la barque solaire dans l'horizon du petit matin. Ce passage couvre donc l'ensemble du cycle solaire, les 12 heures du jour et les 12 heures de la nuit. Grâce à cette participation, le défunt a la garantie d'atteindre l'horizon oriental et de célébrer avec le soleil une nouvelle naissance à l'aube. Dans la mythologie grecque, Charon est le passeur des enfers. À partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, on place une obole sous la langue destinée à régler Charon pour la traversée du fleuve Styx vers les Champs-Élysées. Les morts ne pouvant payer étaient condamnés à errer sur les bords du fleuve pour l'éternité. Nous l'avons déjà évoqué à propos du Noli Me Tangere et de la résurrection. Pour passer d'un état à un autre, il faut un temps, le temps du passage. Jésus-Christ ressuscite après 3 jours au tombeau. Dans la religion orthodoxe, aujourd'hui encore, les funérailles ne se font que le 3e jour, temps nécessaire pour que l'âme se sépare du corps. Ce temps du passage est un temps de nuit, de peur, d'incertitude de ce que sera l'après. Mais ce n'est pourtant qu'après avoir accepté cette traversée de la nuit et en avoir payé le prix que sera possible la résurrection. Vous voyez déjà où je veux en venir. Mais je vous le dis tout de même. On parle beaucoup ces dernières semaines de l'après, l'après-Covid, l'après de notre société. Mais cela ne sera possible que si nous acceptons d'abord le passage, l'incertitude, le voyage dans la nuit que seul peut permettre de se retrouver autre. Nous sommes habitués dans le fonctionnement actuel de nos sociétés à la vitesse. On veut réduire au maximum les temps de passage ressentis comme temps perdu. Que ce soit quand on voyage, dans l'éducation des enfants que l'on presse de grandir, mais également dans ce qu'on impose de rythme contre nature au cycle naturel, à l'agriculture, à l'élevage. Et si ce temps de passage était des temps de maturation nécessaires, sans quoi rien ne peut advenir? Réfléchissez à cela, mes amis, et bonne journée.